Avec bonheur d'ailleurs. Et donc toute l'équipe est ravie de vous recevoir ce soir pour ce deuxième rendez-vous d'inspiration qui, je l'espère, sera inspirant. Donc je vais laisser la parole à Amy Soulier, notre modérateur, écrivain de son état, et je vous laisse donc partager ce moment avec nos chers intervenants. Merci à tous. Donc bonsoir, je suis ravi de modérer cette table ronde ce soir. Pour ce deuxième rendez-vous de l'inspiration à l'invitation de l'agence Brains. Donc ces rendez-vous ont été imaginés comme des temps de réflexion et d'ouverture pour mieux comprendre des questions d'actualité, des questions contemporaines. Et le premier de ces rendez-vous avait été consacré aux grandes tendances du marketing. Donc ce soir, nous sommes accueillis au sein du studio J'adore ce que vous faites. Et nous remercions Vincent Lapartien et Julien Mignot pour leur accueil. Un lieu de création pour une réflexion sur la création. Ça semble idéal. Donc je suis ravi de commencer ce débat avec nos quatre invités que je vais présenter rapidement. Donc tout d'abord Eva Nilsson, qui est née en 1983, qui vit et travaille à Paris, et est artiste. Elle est représentée par la galerie Jousse Entreprise. Elle a remporté en 2009 le prix Tadeusz Ropac. Elle se fait repérer la même année par la commission d'achat du Centre national d'art plastique et devient l'artiste la plus jeune achetée par le Fonds d'art contemporain. Elle remporte en 2013 le prix Art Collector. Elle est intervenue au Collège de France en 2014 pour une conférence sur son processus créatif. Donc à sa droite, Gilles Collard, qui est agrégé de philosophie, titulaire d'un master en écriture et analyse cinématographique de l'Université libre de Bruxelles. Il est le fondateur de la revue de pensée contemporaine Pylône et il écrit actuellement pour Grasset un livre sur l'œuvre et la vie de Klaus Mann. Il est responsable de l'atelier des nouvelles écritures de la Corde. Pascal Kella accompagne les entreprises dans leur rapport à l'art contemporain. Elle accompagne également les institutions culturelles dans leur relation aux entreprises. Pascal est membre fondatrice du Tokyo Art Club et de la Chalet Society. En 2012, elle a ouvert la vitrine AM, premier espace d'exposition dédié aux expériences art et marque, créé et labellisé par l'art en direct. La même année, elle reçoit les insignes de chevalier des arts et des lettres. Enfin, Stéphane Troiscarré, peintre, vidéaste de formation. Il élabore une réflexion sur la nature de l'espace-temps. Alors qu'il est étudiant à l'École nationale supérieure des arts décoratifs, début des années 80, il fonde le collectif Les Frères Ripoulin. Il a écrit et réalisé plusieurs émissions de la série L'œil du cyclone pour Canal+. Aujourd'hui, en parallèle de son activité artistique, il enseigne à l'école d'ingénieurs IMAC, à l'université de Marne-la-Vallée et à l'école supérieure des arts de Rouen. D'art et de design du Havre Rouen. Ah, ça me fait de corriger. Donc, je propose qu'on ouvre ce débat avec une réflexion sur la créativité, en essayant tout d'abord finalement de se poser la question de savoir qu'est-ce que la créativité aujourd'hui, en quoi c'est une question qui a vraiment une acuité particulière à notre époque. Et donc je laisse la parole à Eva Nilsson qui est plasticienne et qui peut ouvrir ce débat sur cette question. Bon, vaste question, la créativité. Je peux parler en tout cas de l'expérience de l'atelier, parce que c'est ce que je connais le mieux. Je dirais que pour moi, en tout cas, il y a deux mots auxquels je pense comme ça, c'est la pulsion et le surgissement. Alors la pulsion, parce que c'est quelque chose quand même
qui nous happe, voilà, il y a l'attrait de l'atelier qui est fort. Donc pour moi, ça, c'est vraiment une donnée importante. Et l'autre, c'est le surgissement, parce que voilà, le processus de création doit aboutir à un moment au surgissement de quelque chose. Alors peut-être ce quelque chose est très vaste, mais en tout cas pour moi c'est vraiment les deux mots forts qui me guident dans mon travail, quoi. Et bien sûr, il y a l'excitation qui est très forte aussi, mais c'est vraiment pour moi voilà, la pulsion et le surgissement, et les deux sont liés puisqu'ils se combinent pour aboutir à voilà, une création. Donc pulsion et surgissement sont les deux axes. Alors ça ne veut pas dire que le résultat d'ailleurs, le surgissement est valable à chaque fois, loin de là, mais en tout cas c'est la matrice pour moi. D'accord. Et peut-être Pascal, d'un point de vue d'une artiste qui est finalement dans le huis clos de son atelier, toi tu es en relation avec le monde de l'entreprise, le surgissement, la pulsion, est-ce que c'est quelque chose qui te parle C'est pas tout à fait en ces termes dans l'entreprise. Non. Non, mais l'entreprise aujourd'hui, elle a une partie de mon métier, c'est d'accompagner les entreprises auprès de leurs hommes. Donc, mes clients sont des directeurs de ressources humaines qui comprennent aujourd'hui que s'ils ne laissent pas à un moment leurs salariés comment impulser de la créativité, comment impulser de l'innovation, comment sortir ces codes, des codes de l'entreprise, c'est extrêmement important parce que le monde va vite, les entreprises bougent, et que si on ne montre pas à ces salariés qu'eux-mêmes peut-être peuvent être créatifs, ils ne font pas bouger l'entreprise. Donc aujourd'hui, c'est un vrai sujet. C'est aussi un sujet RSE parce que dans le développement durable, il y a les hommes. Et comment aujourd'hui on peut faire grandir ces hommes, en dehors des codes de l'entreprise, la culture là aussi est très présente. Et oui, c'est un vaste challenge parce qu'ils n'ont pas l'habitude, et puis parce que on est dans un pays où on est soit maths, soit littéraire, où on est créatif ou on ne l'est pas, et qu'aujourd'hui on voit bien que moi j'ai des très grandes entreprises par exemple qui ont beaucoup sourcé leurs talents dans les écoles de commerce, et qui aujourd'hui reviennent à justement tout ce qui est philosophie, etc. Des grands groupes comme L'Oréal par exemple aujourd'hui se posent vraiment la question. Donc il faut croiser les mondes, il faut les enrichir, et c'est un débat parce que voilà. En gros, c'est ça. Et puis, pour moi, la création, c'est déjà le pouvoir de dire non et de vouloir changer la réalité. Dans une entreprise, a priori, on ne dit pas non. On suit. Mais si on suit, on n'invente jamais rien. Et puis, on est un peu le dernier. Et on est une entreprise vieillissante et ça ne marche pas. Et je crois que les entreprises, aujourd'hui, elles sont assez mûres pour entendre ça. Elles ont compris ça. D'accord. Donc les entreprises ont besoin de la créativité aujourd'hui. Stéphane Troiscarré, de par ta formation d'artiste, de vidéaste et ta pratique, la question de la créativité, comment la perçois-tu aujourd'hui ? De toute façon, la question de la créativité, pour moi, d'abord, elle est avant tout ontologique. C'est-à-dire que ça donne une raison à l'existence. C'est-à-dire qu'on crée finalement, parce que presque pour des raisons métaphysiques, si j'ose dire, c'est-à-dire que, bon, je ne vais pas faire un cours de philo là-dessus, mais je te dirais simplement qu'il y a somme toute une urgence. Et de surcroît, dans notre civilisation, on est quand même la civilisation qui a eu le plus utilisé les images et les récits. Il y a des récits partout, il y a des images, tout ça. Et en même temps, il y a des raps de l'imaginaire. Par exemple, le dernier Star Trek, c'est un vrai rap de l'imaginaire. On n'arrive plus à rentrer, on ne peut plus faire les rêves qu'on faisait auparavant. Alors que le dernier Jodorowsky continue à produire de l'imaginaire. Alors c'est extrêmement intéressant parce que cette réification de l'imaginaire est un système de contrôle, un système de gestion, ça permet de planifier les choses, mais en réalité, ça ne crée pas de réponse sur l'existence. Ça ne permet pas de s'expliquer à nous-mêmes. Surtout qu'on est passé du champ de la transcendance, hein, c'est-à-dire qu'il y avait Dieu durant la Révolution, et puis on a coupé la tête au roi, et puis passé des transformations, et puis maintenant on est dans le champ qu'on appelle l'immanence, c'est-à-dire que c'est l'être humain qui doit fabriquer son propre projet. Comment fabriquer son propre projet autrement qu'en concevant, qu'en établissant ses propres récits.
Et on est tous confrontés à cela. Alors il y a ceux qui n'ont pas beaucoup d'imagination, ceux qui ont des difficultés avec la création, qui vont prendre les récits des autres et qui vont rentrer dans les récits. C'est pour ça que la littérature est si importante actuellement. C'est pour ça qu'on va toujours au cinéma. Et puis il y a ceux qui vont produire des récits, qui vont les élaborer ex nihilo ou sur des substrats culturels d'aventure et qui vont participer à tout ça. Et nous sommes vraiment sur cette question-là. Je pense que la question est vraiment d'ordre philosophique et politique. Merci. Tu parles de l'imagination, des récits. Gilles Collard, c'est sans doute des thèmes qui te parlent en tant qu'auteur et en tant que pédagogue. Quel est ton point de vue sur le rapport qu'on a aujourd'hui en fait, à l'imagination et au récit d'une manière générale? Oui, je rejoins ce que tu as dit concernant les aspects politiques et je rajoutais même économiques et éthiques liés au texte aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en créant, c'est la première année, cette nouvelle formation à l'École nationale supérieure des arts visuels La Cambre à Bruxelles, consacrée vraiment au texte et à l'écriture, il y avait l'idée de faire en effet ce triple geste, de penser d'abord comment est-ce que d'abord on entend le manque qu'il y a eu par rapport à la littérature, à la fiction, au roman et à toutes les formes textuelles, c'est-à-dire que jamais une école d'art n'a pensé que contrairement à la peinture, la sculpture, aujourd'hui la vidéo, l'image animée, d'animation, tout ce qu'on veut, le texte en tant que tel était une forme de création. Cette chose-là, c'est, oui, comme tu l'as dit aussi, a été rendue plus urgente parce qu'on a vu que beaucoup de gens étaient capables de vivre dans des mauvais textes et de penser à la question politique de qu'est-ce que c'est que de vivre dans un bon texte et qu'est-ce que c'est que d'utiliser les mots en fonction d'un geste qui ait du sens dans le monde qu'on habite aujourd'hui. Ça me paraissait très important. C'est comme si on avait toujours pensé que l'écriture, le texte, était transparent en lui-même, c'est-à-dire que c'était l'outil de chacun pour n'importe quelle étude quelque part, mais qu'on n'avait jamais voulu, au niveau pédagogique dans une école, repenser son épaisseur et le sens de ses aspérités et de ce qu'on pouvait en faire. Et donc ça a été une des motivations, pas la seule, mais voilà. Donc l'idée de la créativité en tant que telle, moi j'aurais du mal à la définir seule. Ce qui m'a toujours intéressé, c'est les œuvres et les êtres qui portent les œuvres. Alors la créativité se joue dans cette zone un peu obscure et indéfinissable, mais ce qui m'importe, c'est de penser l'œuvre qui m'intéresse et de voir qui la porte et comment. Et on inscrit toujours ça dans un temps et une époque, d'où l'idée d'une revue, d'où l'idée de créer une école, où là on peut en effet aussi en user d'un point de vue politique et économique. On commence à la racine et on peut poser des enjeux qui après en fait sont comme des leviers pour mettre le politique ou la société sur un fait accompli. Et je pense que ça a aussi des impacts du coup sur le monde de l'édition, sur le monde de la librairie. C'est qu'à partir du moment où il y a une formation pour, la société se sent comme responsable ou comme obligée de prendre en charge un univers qui était jusqu'à présent, il y a quelques exemples en France et en Belgique on est les premiers, mais dans une école d'art en tant que telle avec une formation, on est un peu pionnier, c'est-à-dire qu'on est obligé de penser du coup après, voilà, qu'est-ce que ce manque, qu'est-ce que c'est le comblement de ce manque à effectuer et quels sont ses impacts après pour le monde dans lequel on vit. C'est un peu naïf, c'est un peu idéaliste sans doute, mais c'est l'horizon. On a une arrêt politique, peut-être qu'à un moment donné, la notion de créativité aussi peut apparaître aujourd'hui comme une sorte d'impératif, voire de dogme qui peut subir quelques dérives. Il y aurait une injonction à être créatif. On voit bien que le monde, notamment aujourd'hui économique, l'économie de la connaissance, etc., pousse à valoriser, voire à survaloriser tout ce qui est de l'ordre de l'innovation, de l'imagination, avec un vocabulaire qui s'étend chaque jour, où des mots comme talent, comme incubateur, etc., pénètrent le vocabulaire de façon assez omniprésente. Peut-être je m'adresse à toi, Pascal Kella. Justement, est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas y mettre du discernement, c'est-à-dire la créativité n'est-elle pas aussi, ne doit-elle pas aussi être un peu l'objet d'un discours attentif, c'est-à-dire qu'il y aurait une créativité authentique et une créativité un peu factice, voilà. Non mais c'est vrai, ce sont des mots très à la mode et c'est souvent un petit peu vide derrière. Ouais.
Après, il y a créativité. Quand on est créatif, on n'est pas forcément artiste. Mais en fait, la créativité au sens large, ça veut dire, et ça je pense que tous on peut, ça veut dire de se laisser chahuter, d'accepter de sortir de sa zone de confort, d'accepter l'inconnu. Ça veut dire d'aller être curieux de ce qui se passe ailleurs pour en prendre des modèles et voir comment on peut réfléchir à ces problématiques avec ces modèles-là. Ça ne veut pas dire forcément être un professeur tournesol, absolument. Ça veut simplement dire que, en tout cas dans ce monde, moi, dont je m'occupe de l'entreprise, de ne pas rester vissé sur sa chaise, à attendre que ça se passe, parce qu'il ne se passera jamais rien. Et en plus, c'est très ennuyeux de se lever le matin, parce qu'il n'y a aucune émotion, il n'y a rien du tout. Et la proposition, elle est là, elle n'est pas tout d'un coup de dire à tout le monde qu'ils vont se transformer en grands artistes demain. C'est une façon simplement de voir le monde autrement et d'accepter la différence, le changement. On est tous très rétifs au changement, hein. Et d'ailleurs pas forcément que dans le milieu de l'entreprise, partout, et parfois dans des milieux aussi créatifs. Hein. Je suis sûre qu'un professeur d'école des beaux-arts a la même problématique, c'est de travailler sur cette idée d'être rétif au changement. Même en tant qu'artiste, il y a par exemple un truc terrible en peinture, ça s'appelle l'idiome. L'idiome, ça peut être le style. Alors parfois c'est très très bien, et ça peut devenir une espèce de piège absolument affreux, dans lequel on se retrouve à faire une jolie chose, et cette jolie chose est satisfaisante, elle a un écho favorable par la communauté, et on continue de faire cette jolie chose. Marcel Duchamp nous a bien montré qu'il pouvait y avoir des stratégies de rupture, et il vaut mieux employer des stratégies de rupture, pour justement échapper à cet ennui de soi-même. Et là je reviens sur l'aspect de la production immanente. C'est ça qu'au Beaux-Arts, moi, c'est vraiment le meilleur enseignement que j'ai eu, je me rappellerai toujours, c'était vraiment mon prof qui me disait « Bon là, t'es content de ça, t'en es content de cette œuvre, eh ben, il faut que tu sois capable de complètement la détruire et de la recommencer demain autre chose. » Je me rappelle les premières fois quand j'entendais ça, pour moi, c'était vraiment le désespoir. Je me disais « C'est pas possible, je viens de travailler sur quelque chose, je suis contente de moi, et non, tout est à refaire. » Et en fait, c'était une très bonne... Enfin, pour moi, finalement, ça m'aide tous les jours dans l'atelier. C'est-à-dire qu'à un moment, être capable sans arrêt de recommencer. Il y a cette phrase qu'il faut rater encore, et rater encore, puis rater mieux. Mais c'est vrai, c'est quelque chose qui doit animer aussi le travail de l'artiste, quoi. Et moi, il y a une phrase de Picasso que j'aime beaucoup aussi qui dit tant que ton tableau n'est pas raté, c'est qu'il est raté. Et je la trouve géniale. Et d'ailleurs, je la trouve tellement géniale que je l'ai marquée dans mon atelier. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut expérimenter. C'est que une trop grande complaisance sur son travail, bah, effectivement, tu parlais de zone de confort, bah, on s'enfonce dedans, on est englouti par cette zone de confort. Et être capable sans arrêt un peu de faire une mise à jour de son regard sur son travail, ça c'est le travail de l'artiste. Et il est douloureux. Et il est long aussi. J'aime bien aussi quand tu parlais aussi du fait aussi que tout doit aller vite. On est dans des termes un peu galvaudés, on parle d'incubateur, etc. Moi, j'aime bien aussi le fait que le travail de l'artiste puisse être très long, qu'il y ait des temps comme ça, qu'on s'accorde de gestation, de réflexion, de retour en arrière, de ratage successif. Enfin, pour moi, je trouve que ça, c'est précieux. Ça, c'est vraiment le travail de l'artiste dans l'atelier. Et il n'est pas glamour. Mais il donne quelque chose en tout cas de tangible. Donc, ce que tu dis effectivement, c'est qu'il y a une critique de la créativité dans le sens où c'est loin d'être quelque chose de toujours brillant, facile et sucré comme ça. C'est quelque chose de contraire assez rugueux et assez difficile. Donc peut-être Gilles Collard, si tu veux réagir à ça, toi qui dirige une revue, qui est amené à rencontrer beaucoup d'auteurs et à les moi, j'ai toujours été un grand sceptique par rapport à l'immense solitude de l'artiste. J'ai toujours pensé qu'il y avait une grande part de paresse quand même, même si on est confronté parfois à cette réalité, mais à penser ça. Et j'aimais beaucoup ce que tu as dit sur l'idée de le matin, il n'y a rien. Bon, en effet, le matin, il n'y a rien. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire qu'il y a quelque chose à un moment donné? C'est des constructions d'environnement et d'ambiance. Ça peut être une revue, une école, de l'amitié, des cafés, la bohème, tout ce qu'on veut. Mais on a toujours besoin de rentrer dans un espace de conversation avec des œuvres ou avec des personnes qui les portent. Et par exemple aussi, si je transpose ça à l'histoire de la Cambre, à une grande histoire avec le Bauhaus, puisque c'était Henri Van de Velde qui l'avait fondé,
après Weimar, où donc il y a eu la fusion des beaux-arts et des arts appliqués. Et Lacan vit toujours dans cette tradition-là où il y a différents ateliers. Donc on a pensé qu'il fallait la peinture, l'architecture, la sculpture, tout ce qu'on veut, mais c'était toujours pensé en termes d'usage et de dialogue entre les environnements et les ambiances qu'on devait créer. Alors après, on n'a jamais pensé qu'il fallait un texte. On pouvait vivre avec un lampadaire, une lampe très bien faite, mais on ne s'est jamais dit qu'on pouvait vivre avec un livre bien écrit ou un texte bien fait. Et donc moi, je crois beaucoup à cet espace dialogique, on va dire, non seulement entre les arts, mais entre les gens qui créent ensemble. Il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire de l'art, mais c'est vrai qu'au XXe siècle, on a eu vraiment cette grande histoire des avant-gardes, quelque part, qui a été toujours l'autre nom d'un dialogue entre les arts, entre les peintres et les poètes, entre des groupes d'art conceptuel, la musique, enfin, et ainsi de suite. Je ne sais pas aujourd'hui si on ne s'est pas rendu compte quand même que l'artiste seul dans son coin, est-ce que ça a vraiment même existé? Je ne suis pas sûr. Même Rimbaud a eu son Verlaine et tout ce qu'on veut. Donc il y a toujours eu quand même des espaces de conversation et d'échange. Et je pense que plus que jamais aujourd'hui, on s'est rendu compte de ça quand même. Et que la question des ambiances et des environnements est très importante dans la création. Parce qu'en effet, pour boucler la boucle, le matin, il n'y a rien. Mais hier, c'était amusant parce qu'il y avait une table ronde avec Jean-Michel Ribes, justement, et on lui posait la question de la panne de la créativité, quand il ne se passe rien. Et effectivement, il disait, bah oui, ça arrive, c'est affreux. Et ça se rompt toujours grâce à une rencontre, à quelqu'un qui est éclairant. Et ça marche toujours comme ça. Et donc, effectivement, l'ambiance, l'autre, la nourriture, etc., elle est très importante, bien sûr. Et quand on parlait des hasards objectifs, et dans les processus créatifs, être sensible au hasard objectif, c'est-à-dire la première fois qu'on a un carton à dessin, on s'aperçoit que tout le monde dans la rue a des cartons à dessin, on s'offre une 4L et tout le monde se met à rouler en 4L. Enfin, il y a toujours une constitution du réel qui va tout à fait à l'envers des systèmes de causalité qui sont liés à l'entreprise. L'entreprise a une pensée extrêmement causale, alors que l'art n'a pas une pensée causale, parce qu'il y a ces espèces de cheminements très complexes qui font que vous tous, dans cette assemblée, en réalité, vous existez. D'ailleurs, il y a des gens qui pensent à vous actuellement ailleurs. Donc, vous n'êtes pas vraiment présent là. Vous êtes à 99% présent et il se passe quelque chose d'autre. Et ce truc-là est très important parce que c'est des gens qui vous aiment, c'est des gens qui pensent à vous, c'est des gens qui ont prévu des rendez-vous avec vous et ils vont faire quelque chose. Et donc, votre existence est déjà ailleurs que dans la pièce. D'ailleurs, vous venez tous d'y penser à ce moment-là, que je viens de le démontrer. Et donc, ce qui se passe, c'est que finalement, les processus mentaux, les processus cognitifs qui sont liés à la création sont extrêmement subtils, ils sont sensibles, il y a un écosystème. C'est pour ça qu'il faut du temps, c'est pour ça qu'il faut une certaine paix. C'est pour ça que cette espèce de fantasme causal d'avoir des résultats immédiatement, bah non. Il faut, par contre, c'est clair que la question que vous posiez tout à l'heure sur la question de y a-t-il des endroits où il y a de la créativité de bonne qualité et de la créativité de moins bonne qualité, on pourrait dire ça, c'est absolument crucial. Et là encore, c'est compliqué de le voir. Pour conclure, j'évoquerai simplement que la créativité galvaudée, si j'ose dire, c'est venu avec Jacques Séguéla. Souvenez-vous, Jacques Séguéla, en 1982-83, c'était quand même le champion de la communication, expliquait que la révolution de la publicité serait une révolution créative. Et c'était lui qui l'incarnait, bien sûr, puisque c'est lui qui servait les grands desseins politiques. Et donc, finalement, en participant de tout ça, on a vu l'épuisement. Et puis, je ne vous ferai pas l'histoire de l'épuisement. J'aimerais rebondir parce que Castellela tout à l'heure parlait de la panne, et ça me semble effectivement une façon assez concrète d'appréhender la question de la créativité, parce qu'effectivement, jamais la créativité ne semble aussi nécessaire qu'au moment où on est dans la panne, ou, pour prendre un autre exemple, au moment où on est devant un blocage, une sorte de vide, et là la créativité devient une sorte de ressort vital, enfin une nécessité vitale pour pouvoir avancer, pour pouvoir produire d'une certaine manière. Si on la trouve, hein. Oui. Si on la trouve. Est-ce qu'il y a une science de la créativité? Ça voudrait dire enseignement? Non, je pense qu'il y a des... C'est un exercice. C'est un exercice quotidien de rupture, de dire non, de rencontrer, Il y a un outil vachement utile. Mais après, ça ne marche pas à tous les coups. Peut-être tu pourrais nous parler de la panne.
Tu es l'artiste de Non, la table. justement, j'étais en train de me poser la question concrètement, mais c'est vrai que ce que disait Gilles à propos du fait de rencontrer quelqu'un qui relance sans arrêt, effectivement, je suis totalement d'accord avec toi. Je ne crois pas du tout à l'artiste isolé dans son atelier. C'est-à-dire qu'il y a un temps de création qui est nécessaire, pour moi en tout cas, qui peut se faire en solitude ou non. Il y a des gens qui choisissent de travailler en binôme, par exemple. Mais c'est vrai que de rebondir lors d'une discussion ou je sais que par exemple j'ai sans arrêt des visites d'atelier avec des collègues et c'est vital. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si on est tout le temps seul face à ce qu'on fait, on tourne en rond, quoi. C'est obligatoire. Donc ça déjà c'est une bonne réponse par rapport à cette peur de la page blanche, quoi. Et l'autre chose, c'est que pour moi, et c'est ça qui est douloureux, mais c'est dans le faire, c'est dans le tâtonnement qu'on peut régler cette panne aussi. C'est-à-dire parfois se donner des petites choses, des petites contraintes ou moi je sais que c'est comme ça que j'avance. Je me dis bon ça sert peut-être à rien, c'est une pratique mais empirique en fait. oui je crois qu'à un moment quand on est vraiment bloqué, il faut quand même un peu faire et puis ça va peut-être débloquer quelque chose. Et je pense que bien sûr que le pire c'est de s'enfermer dans l'immobilisme et d'être complètement attaqué de toutes parts par ses doutes. Mais parfois la petite réponse de même faire des choses un peu studieuses, un peu bébêtes, peuvent débloquer les choses. C'est une question de pratique plus que de théorie en fin de compte. Oui et non, parce qu'après, il y a plein de choses qui peuvent relancer. On parlait tout à l'heure d'une discussion avec un collègue, mais ça peut être effectivement un film. Aller voir un film qui tout d'un coup va débloquer des choses. Ça va être tellement C'est varié. C'est pareil dans la vie, non ? Oui. C'est vrai qu'après, c'est aussi sortir dans la rue. Ça, c'est aussi la question de l'inspiration, d'une certaine manière. Ouais, les deux sont liés. Moi, j'ai souvenir d'un cas assez étonnant, assez éloquent en fait, dans la culture du XXe siècle. C'est le cas de Porgy and Bess, l'opéra de Gershwin, parce qu'en fait on voit se développer comme ça une chaîne d'inspiration. C'est-à-dire qu'au départ c'était un fait divers dans un journal. Ce fait divers a été lu par un romancier qui a décidé d'en faire un roman. Ce roman a été lu par, si je ne me trompe pas, parce que la chaîne est longue, ce roman a été lu par un dramaturge qui a décidé d'en faire une pièce de théâtre. Cette pièce de théâtre a été vue par un musicien, un compositeur, en l'occurrence Gershwin, qui a décidé de l'adapter à l'opéra. L'opéra a été vu et écouté par des musiciens de jazz multiples qui ont pris des morceaux, qui en ont fait des albums, comme Miles Davis a fait un album Porgy and Bess, et ainsi de suite. Et même Truman Capote a fait un livre sur la tournée de Porgy and Bess, etc. Et donc Truman Capote a écrit un article de journal, La boucle est bouclée, et on voit effectivement cette chaîne de l'inspiration qui est éloquente, parce qu'on voit qu'effectivement à chaque étape, le processus créatif en fait n'est finalement qu'une adaptation de ce qui précède dans un nouveau format, dans un nouveau. Donc cette migration en fait, c'est ça. Est-ce que la créativité, c'est pas finalement toujours une espèce de migration permanente, un saut de frontière permanent Si, et l'accepter c'est bien. Moi je me rappelle que c'est ça qui me terrifiait quand je suis entrée au Beaux-Arts. Je me disais mais tout a déjà été fait et tellement bien. Et un jour quelqu'un m'a dit une phrase, on parle justement d'un truc qui débloque. Il m'a dit, mais tu sais, si c'est toi qui le fais, ce sera forcément un peu différent. Alors ça paraît évident, mais quelqu'un qui le formule tout d'un coup, effectivement, il y a une migration possible et on se dit, à ce moment-là, peut-être que tout est possible. Et là, ça ouvre des perspectives, en fait. Se donner l'autorisation. Oui, mais c'est énorme. En fait. On voit bien en épistémologie, par exemple, des expériences comme l'expérience de la chute des corps de Galilée, on la refait dans de nouvelles conditions. C'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi ce qu'on fait en science, on ne pourrait pas le faire en art. C'est-à-dire refaire le cheminement. C'est la copie de l'ancien. Je me souviens, quand j'avais fait mon CAP, mon brevet de technicien au lycée Maximilien Vox, on faisait de la copie de l'ancien, et dans la copie de l'ancien, on comprenait comment dessiner Delacroix. Mais finalement, essayer de réfléchir comme Beuys ou réfléchir comme Duchamp, rentrer dans la pensée de quelqu'un, c'est en allemand, ça se dit Gedanken expérimenter. Ça a servi là aussi en science à pouvoir anticiper sur des phénomènes qui sont inaccessibles. Et donc on voit bien le rapport entre l'empirisme, en fin de compte quelque chose qui est extrêmement mental, et quelque chose qui est extrêmement empirique. Mais en réalité, c'est une histoire aussi très ancienne, c'est celle de Laura Gourand, qui dans La main et l'outil décrit comment une main peut traduire une pensée. Moi j'irais même plus loin, et on peut encore traduire ça différemment aujourd'hui. Parce que je pense qu'il y a une hypothèse qu'il faut lever. Je pense que la créativité ne définit pas l'art spécialement. Enfin, c'est pas le concept le plus approprié. Il y en a mille autres qui peuvent définir l'art. La créativité appartient à tout le monde et n'est pas cantonnée à la sphère de l'art, je pense. Et je crois aussi qu'aujourd'hui, si on pousse le bouchon un peu loin, mais en fait pas tant que ça, l'art en a presque aussi fini avec la créativité quelque part.
Et l'horizon qui se dessine quand même, et ce sur quoi beaucoup de gens travaillent et qui me semble très intéressant, c'est les questions liées à la vie et aux manières de vivre. Idéalement, enfin, on peut revenir avec des grands discours à la Beuys en fait de résoudre l'art dans la vie et ainsi de suite, mais enfin, si on parle de créativité, il me semble que l'enjeu peut très bien migrer justement de l'art vers la vie de tout un chacun. Simplement la manière dont on actionne le levier travail, le levier famille, le levier amour, le levier amitié, tous ces leviers-là, je ne vois pas où il n'y a pas un endroit où il n'y a pas de la créativité qui doit rentrer en jeu, et de l'invention, et qui mettent en jeu des manières de vivre et des manières d'exister aujourd'hui qui dépassent largement le champ de l'art, à mon avis. Du coup, c'est quand même le paradoxe jusqu'à dire qu'effectivement, c'était la créativité avait irrigué comme ça l'ensemble des domaines de la vie, et que même au point par contre de déserter le champ de l'art qui lui revenait en propre d'une certaine manière. Les questions de plagiat, de détournement, souvenir mémoire-guillemets, enfin tout ça, bon, c'est déjà une histoire ancienne, quoi, déjà. Mais du coup, ce paradoxe pourrait nous faire basculer dans la deuxième partie du débat, qui est la question de l'enseignement, de la créativité. Enfin, on a tourné autour de cette notion pendant la première partie du débat. Mais ce que tu dis sur ce paradoxe un petit peu d'une créativité qui fuirait un petit peu même le monde de l'art, ou le monde de l'art qui aurait besoin de... Ça, c'est vache. qui aurait besoin de ce... Ouais, Ça va. Au niveau de l'enseignement, c'est intéressant, parce que ça voudrait dire qu'on pourrait imaginer qu'il y a simultanément une crise dans l'enseignement de l'art liée à cette disparition de la créativité, ou en tout cas ce trouble dans la créativité artistique, et que simultanément, au même moment, dans d'autres enseignements, dans d'autres écoles, la créativité, elle, fasse une entrée fracassante. Ouais, c'est un paradoxe. Mais moi, je suis content qu'on se libère de cette question-là. Parce que souvent, les gens ils me disent « Oh, tiens, l'écriture, écrire, ça s'apprend. » Non, c'est une question absurde. Ou bien, tu dis comme la peinture ou la sculpture, mais bon, on s'en fout un peu. Par contre, je dis toujours, c'est un peu mon mantra, écrire ne s'apprend pas, mais un texte, ça se travaille. Et donc, ce qui est important, je crois que c'est toujours de créer des lieux de travail. Et une fois qu'on est débarrassé un peu de la métaphysique de bazar sur l'inspiration, là, on peut vraiment travailler ensemble et commencer à faire quelque chose, il me semble. Enfin, je suis un peu raide peut-être, mais c'est pour faire avancer. Mais je note quand même qu'on en revient toujours au faire. Il y a quelque chose quand même de faire, voilà, ça se travaille. Mais justement, j'ai eu la chance de pouvoir faire les deux. C'est-à-dire que moi, j'ai été étudiante à Paris et à Londres. Et en fait, j'ai vu quelque chose justement sur le faire complètement différent. C'est-à-dire qu'à Paris, on nous demandait beaucoup, avant, à l'école, de préparer en amont le projet. Alors, il fallait bien le penser, etc. Donc ça, c'était fabuleux parce que justement, conceptuellement, ça posait bien les choses, théoriquement aussi, mais parfois, c'était aussi complètement bloquant parce qu'on arrivait, finalement, on n'avait même plus envie de le faire, le projet, quelque part. Et puis, quand je suis arrivée à Londres, justement, je le dis souvent, mais c'est vrai, on me demandait moi, je donnais beaucoup de justifications avant même de commencer le projet, et les Anglais ne comprenaient pas du tout cette façon de penser. Et ils me disaient, mais Eva, mais just do it. Ouais. Fais-le, au lieu de nous dire 20 000 raisons et justifications qui devraient te mener vers ce projet. Et ça, pour moi, ça a été vraiment salvateur. Il y a un moment où, du coup, j'ai fait en me disant, tant pis si c'est mauvais, c'est pas grave, je vais le faire quand même. Et c'est vraiment des armes que j'ai gardées et que je chéris. Et c'est vraiment une façon très différente de voir les choses. Exactement, et rien ne remplace le faire à un moment donné. Oui, franchement. Mon livre, je vais faire ça. D'abord 5 pages, 10 pages, et puis on voit, et puis on part de là. C'est ni bien ni mal, mais on part de là. C'est ça, quoi. Il faut être dans le faire. Non, mais après, c'est vrai que... Les artistes sont les rois de la mauvaise foi aussi. Comment ça peut s'enseigner aussi, comment ça peut s'enseigner Je sais pas parce que... Ou à tout le moins se transmettre... Mais je dis pas pour autant que l'enseignement à Paris était mauvais, loin de là. Parce que conceptuellement, c'est bien d'avoir des bases solides. C'est ça aussi qui porte le projet par la suite. Parce que sinon aussi, ça peut aussi être un feu de paille, c'est-à-dire qu'on fait, puis à bout d'un moment, c'est bien aussi d'avoir une pensée qui peut soutenir le projet. Ça, c'est important. Mais une technique aussi. Mais pour avoir enseigné à University for Creative Art, j'ai vu que la situation en Angleterre parfois était très problématique parce que cette attitude-là, just do it, pouvait être très très intéressante. Mais plus encore, comme les étudiants payent beaucoup, il y a une sorte de clientélisme qui fait qu'à un moment, les choses s'affadissent. Mais comme les écoles là-bas, c'est des campus où il y a 5000 personnes à University for Creative Art, c'était 5 campus tout autour de Londres avec 5000 personnes, donc ils ont nécessairement 100 étudiants géniaux.
Et il travaille sur ses étudiants géniaux, il les montre, et puis derrière, il y a plein de gens auxquels on fait des mauvaises promesses. En école d'art en France ou en Belgique, on a une chance inouïe, c'est qu'on a des régimes qui sont différents et qui font que finalement, on peut utiliser des méthodes, je dirais, pragmatiques maintenant, et on vient de plus en plus à des méthodes pragmatiques. De surcroît, l'apparition de l'enseignement supérieur artistique dans le cadre des accords de Bologne et avec les ECTS font qu'on est obligé de travailler un peu avec et contre l'université, constamment, parce qu'on veut bien que nos étudiants puissent bénéficier des possibilités européennes et de grades qui sont l'équivalent du master, mais en même temps, on ne veut pas abandonner nos méthodes. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on voit que les gens de l'université qui regardent nos méthodes en disant « Qu'est-ce qu'ils ont comme chance ?» Au Havre, on est sur le même campus que l'université, et on déjeune avec nos camarades universitaires, qu'ils soient scientifiques ou littéraires ou économiques, et ils se disent « Ah mais comment vous faites ?» Et puis finalement, ils viennent peu à peu nous voir, et ils sont très très contents qu'on leur montre des méthodes un peu sauvages dans lesquelles on pend avant de juger, comme au Texas. On fait des choses, voilà, c'est genre, bah voilà, c'est le résultat. Et la théorie, ah bah on va travailler sur la théorie. Parce qu'il y a un truc aussi qu'il faut comprendre, c'est que l'art, il travaille sur de l'inconnu. Donc mettre de la théorie avant de l'inconnu, c'est un peu compliqué. Ça peut se faire en physique, ça s'appelle un postulat. Alors, on fait un postulat, et ce truc-là devrait fonctionner éventuellement. On essaye, on voit le résultat, et probablement que l'échec peut parler encore plus qu'un succès. Pascal Keller, peut-être toi qui as l'habitude de voir le rapport entre l'art et le monde de l'entreprise, au niveau pédagogique, est-ce que tu penses que, enfin, de ton expérience, les artistes en général peuvent apporter quelque chose dans la formation des entrepreneurs et des futurs entrepreneurs et des personnes qui vont être amenées à travailler dans le monde de l'entreprise? Je ne sais pas si c'est de la formation, je vais être un peu plus modeste que ça. Ces deux mondes de l'entreprise et de l'art se regardent souvent en chien de faïence. Encore une fois, on fait souvent on mélange pas dans nos études aujourd'hui, on mélange pas l'art, la culture, la littérature, etc. et les maths. Et il y a un moment où j'essaye, en apportant de l'art contemporain dans l'entreprise, d'ouvrir des capteurs d'intelligence sensible qui fait que peut-être des gens qui pensent que c'est pas du tout pour eux de rentrer dans une galerie parce que ce serait pour les sachants ou de comprendre tel ou tel. En fait, si. Parce que l'artiste, même celui dont le critique d'art va écrire le truc le plus compliqué, en fait, l'artiste, il questionne le monde d'aujourd'hui. Il est assez simple, au fond, de rentrer en dialogue, de le comprendre. Donc, ça peut prendre diverses formes. Ça peut prendre la forme d'un artiste qui serait à résidence dans une entreprise et puis qui regarde, qui farfouille, qui questionne, etc. et puis qui livre quelque chose un mois après. Donc déjà, c'est une autre façon, tout d'un coup, l'artiste, il va apporter à ces gens-là une autre façon de voir leur métier, de poser des questions. Et forcément, ça t'enrichit quand tu as ce regard qui est posé sur toi. Ça peut prendre la forme de workshop, par exemple. C'est des groupes de 10-15 personnes qui vont passer un moment, 3-4 heures avec un artiste, sur des problématiques, soit des valeurs de l'entreprise, soit, moi j'ai travaillé même dans des banques sur le risque opérationnel. Discuter de ça avec un artiste, c'est pas évident. Mais en fait, c'est super riche parce que c'est une autre façon d'attaquer des problèmes, de penser. Tout d'un coup, tu n'as plus de paperboard, tu racontes d'autres choses, l'artiste pose d'autres questions qui sont pas du tout les mêmes. Moi, je suis complètement sur le just do it. Donc, dans ces ateliers-là, il n'y a pas de trucs qui sont descendants. On fait, à un moment, on fait. On se dit, c'est quoi, comment. Et puis, à un moment, on prend des couleurs, des pinceaux, et on essaye de fabriquer quelque chose qui symboliserait une solution ou autre. Alors ça, c'est totalement déroutant. Ça crée beaucoup de liens, parce que une des problématiques de l'entreprise aussi, c'est la transversalité. Et l'art crée de la transversalité. C'est-à-dire, je peux vous dire, quand ils sont dans des workshops comme ça, du premier échelon au dernier échelon, du président à la secrétaire, ils ont tous les mêmes problématiques. Ils n'ont pas appris un pinceau depuis l'âge de 3 ans et ils ont l'air un peu idiots. Mais d'ailleurs, en général, c'est les plus grandes gueules dans l'entreprise qui sont les plus muets dans ce genre de trucs et ceux qui n'osent pas parler, qui tout d'un coup vont se révéler sur autre chose. Donc, j'enseigne pas, j'apprends pas. Je crée à un moment des petites déflagrations comme ça qui les fait sortir de leur train-train. Et puis, il y a un truc qui reste. Et puis, mais ça peut être aussi de les emmener à l'extérieur. Ou de faire rentrer des expositions dans une entreprise. Tout le monde peut être
aptes à recevoir l'émotion de l'art contemporain. Il suffit juste à un moment de décoder un peu, pareil, de se donner l'autorisation de regarder quelque chose qu'on ne comprendrait pas. Mais bon, comme disait Picasso, l'art contemporain, c'est comme le chinois, ça s'apprend. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de chefs d'entreprise très complexés et donc inintéressés par l'art contemporain, juste parce qu'ils se sentent complètement idiots. Et je leur dis, mais quand on vous parle chinois, vous ne vous sentez pas idiot. Ben, c'est pareil, il faut juste avoir quelques clés, s'autoriser à regarder, à poser des questions. Et voilà, tout ça, ça amène... Mais je n'ai pas la prétention d'enseigner quoi que ce soit, juste d'ouvrir des petits capteurs comme ça. Est-ce que cette notion d'ouverture, plus que de pédagogie assumée, Gilles Collard, dans les ateliers d'écriture à la Cambre, est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en application? Est-ce que c'est une piste pédagogique que vous suivez ou comment vous procédez d'une certaine manière pour ces ateliers d'écriture? En effet, moi je ne détermine aucun de leurs projets évidemment, mais ce qui me paraît la base, c'est d'amener au geste d'écriture d'une part, bien sûr, de création au sens large, mais ce qui me semble très important et l'école le permet, c'est d'être dans la réflexivité de ce geste, de penser le geste qu'on est en train de poser, de pourquoi, comment, et de voir sa nécessité. Et là, on est quand même dans des enjeux du coup qui permettent de changer après le geste lui-même de création. Et ça, on le fait de manière très concrète par des suivis sur toute la semaine, toute l'année de leurs projets, mais aussi avec beaucoup, puisqu'il y a un peu d'enseignement ex cathedra concernant des questions d'histoire de l'art ou de littérature ou de jonction entre les deux, que je pense avec des gens que j'admire, dont j'estime l'œuvre, le parcours, mais aussi j'invite énormément d'écrivains à venir enseigner tout au long de l'année, parfois pour 3 heures, parfois pour 10 heures. Et il y a quelque chose qui est irremplaçable dans une école d'art quand même, c'est quand les étudiants rencontrent un artiste, un écrivain, qui fait partager son univers dans un cadre comme une école d'art, parce que c'est un cadre scolaire certes, mais qui a des marges de manœuvre beaucoup plus importantes quand même qu'une université ou une école secondaire, on va dire, ou le lycée. Et là, il y a moyen d'inventer des partages d'univers et de lecture et de réflexion qui font avancer et qui permettent de travailler surtout. C'est pas lié de trouver l'inspiration, c'est vraiment plutôt les questions de contextualisation, d'émulation et de travail qui me paraissent plus importants que ceux d'inspiration ou de création au sens old school du terme, on va dire. Mais à défaut d'avoir des connaissances qui s'empilent comme ça, effectivement, est-ce que vous observez l'évolution à travers une succession de projets? Est-ce que vous pouvez observer l'évolution d'un étudiant? Bien sûr. On voit effectivement sa, entre guillemets, créativité évoluer, progresser. Ouais. Ouais, oui, parce que quand je parlais de ce geste réflexif, il y a le geste d'écrire, mais la réflexion de ce geste-là, c'est-à-dire qu'on lit autant qu'on écrit finalement. Et on travaille des lectures aussi, du corpus, enfin, une histoire de littérature, ou la littérature contemporaine aussi, tout simplement. Et ça permet très vite, sans si on est vraiment idiot, mais enfin bon, si on est face à des textes et des discussions autour de textes, très vite on se rend compte aussi de ce qu'on a fait, et de ce qui est encore possible ou pas, et de comment on rectifie le tir, et comment est-ce qu'on avance soi-même dans son propre texte. Mais ce cadre-là, on peut le faire seul, on peut le faire avec des amis, on peut le faire au café, mais ce cadre-là dans une école, quand même, permet de, quelque part, une méthode. Donc, à la fois, c'est une très grande ouverture, en même temps, c'est très méthodique. Tout à l'heure, on a utilisé le mot paradoxe, et finalement, je ne suis pas très très bon philosophe, mais j'aimerais bien enseigner le paradoxe en école d'art pour pouvoir, finalement, montrer que les processus de la causalité qu'on prétend dans notre civilisation, qui a des substrats cartésiens un peu dominants, finalement montrer que ça ne fonctionne pas tant que ça et qu'on est plutôt sur une épistémologie de la complexité et du paradoxe. Et une fois qu'on a mangé le paradoxe comme forme essentielle dans la création ou dans l'existence, actuellement, enfin, je ne vais pas vous faire un cours sur le paradoxe, j'étais déjà parti en train d'imaginer. Mais non, mais l'histoire, c'est que si on touche du doigt le paradoxe de l'enseignement, c'est ce paradoxe de l'injonction, enfin de l'injonction créative et en même temps de l'institution qui donne cette injonction, c'est complètement dingo, c'est fou. Sois créative, j'aurais dit à une étudiante ce matin. Puis, voilà.
Non, alors on est obligé de l'emmener sur des expériences. L'expérience est très importante. Et puis des fois, pour faire péter le truc, je lui explique, sois créatif, sois créative. Et tu as vu le paradoxe que tu viens de manger? Comment tu le supportes? Parce que ultérieurement, ils vont être mis dans des champs paradoxaux. Il faudra bien qu'ils puissent les surmonter. Que ça soit au sein de leur atelier ou à l'extérieur. C'est là aussi ce qui fait la richesse d'une école, c'est aussi justement le nombre d'ateliers à disposition de l'élève. C'est-à-dire que moi, par exemple, ça m'avait paru fabuleux quand j'ai été prise aux Beaux-Arts à Paris. Tout d'un coup, il y avait quasiment un menu de rêve de tous les ateliers possibles. Alors, je voyais fonte, sculpture, modelage, dessin. Et ça, c'est génial parce que c'est quelque chose qui permet de se trouver, de chercher. Et là, on est vraiment en expérimentation. C'est-à-dire que, par exemple, j'avais un attrait pour la peinture, mais quand même, je suis passée par la vidéo, je suis passée par le modelage pendant 2 ans, et évidemment que tout ça, ça s'entrechoque, et ça, voilà, c'est générateur de quelque chose qui fait son parcours, son trajet, et voilà, donc je pense vraiment que l'expérimentation, c'est important d'offrir ça à quelqu'un. Il en fera ce qu'il veut derrière, mais il y a accès déjà, c'est énorme, et c'est en ça que l'école des Beaux-Arts, elle est géniale pour ça. Et la centrale Sainte-Martine à Londres était fabuleuse pour ça, jusqu'à ce qu'on voit le prix qu'il faut payer pour y avoir accès. Voilà, moi j'ai la chance de faire un échange, mais pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, il y a aussi ce problème-là, c'est qu'il faut quand même louer le système français là-dessus, c'est que les frais de scolarité d'une année aux Beaux-Arts, c'est 500 €, alors qu'à Londres, pour quelqu'un de l'étranger, ça va être 15 000 €. Et pour un Anglais, ça va être 7 000, 8 000. Pour avoir accès à tout ça. Donc c'est là aussi la question de l'accès, elle est quand même primordiale, quoi. La modification qui a eu lieu sur l'enseignement supérieur artistique ces 10 dernières années permet aussi de révéler quelque chose qui est très intéressant, c'est que tout le monde n'est pas destiné à être artiste dans ces établissements. Ce sont des endroits où aussi on apprend à se démerder, on apprend le projet, on apprend à exister. Et finalement, c'est ce que j'explique souvent, et en fin de compte, c'est le cas ici pour cette assemblée, c'est que moi je suis un artiste, mais je suis entouré de gens qui ont fait Sciences Po, ou qui ont fait Lettres Sup, ou des choses comme ça, c'est-à-dire des gens qui ont une culture de la curiosité avec des structures beaucoup plus sûres que les miennes. Mais néanmoins, je suis un interlocuteur de ces gens-là. Et récemment, là encore, cette semaine, j'ai une étudiante vachement bien qui s'appelle Gwendoline, elle reconnaîtra peut-être si elle écoute le truc. Et puis, elle s'est rendue compte qu'elle a des problèmes de créativité, elle n'a pas de moteur comme ça sur le graphisme, le rythme n'est pas bon. Mais quand elle fait attention à toutes les choses qui sont autour, elle devient excellente. Donc, mon boulot, c'est bien de la conforter dans ses excellences, de la porter et d'être capable, à un moment ou à un autre, de trouver sa place. Et dans les écoles d'art, a priori, tout le monde trouve sa place. C'est dès lors qu'ils bossent. Il y a excellent, effectivement, il y a la question du jugement, en fait, de l'évaluation. La question de l'évaluation qui peut devenir à un moment donné inhibante. La créativité peut être bridée chez certains par le moment de l'évaluation. Donc, en tant qu'enseignant et en tant qu'anciens élèves aussi, parce qu'on a tous été étudiants, Evan Nilsson aux Beaux-Arts, l'évaluation aux Beaux-Arts, il y en a plein qui sont partis avant parce qu'ils n'étaient pas d'accord, non? Mais est-ce que cette évaluation, elle est possible et est-ce qu'elle est souhaitable en termes de créativité? C'est le grand truc dans les écoles d'art, c'est toujours The Voice, quoi. C'est un jury, quoi. Parce qu'on ne peut pas, un professeur qui ses élèves lui dire je te mets 18, toi 19, ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'on fait toujours des jurys dans les écoles d'art. Enfin, au Beaux-Arts de Paris, je ne sais pas comment ça. Oui, mais enfin, je suis en train de me dire, mais j'ai fait un truc. Je suis passée de l'autre côté du miroir parce que, après avoir eu mon diplôme des Beaux-Arts, ils font quelque chose que je trouve très bien aux Beaux-Arts. Ils ramenent quelques élèves pour faire partie du jury ensuite d'admission aussi. Ouais. Alors, du coup, c'est très étrange parce qu'en une année, du coup, on peut faire et ils tiennent. Alors, je ne sais pas si c'est encore en place. Et du coup, effectivement, tout d'un coup, on se retrouve de juger à juge. Et en même temps, on se rend compte de toute la difficulté de la chose, parce que tu parlais de brider, effectivement, de dire le mauvais mot au mauvais moment qui va peut-être casser quelqu'un, ou au contraire, peut-être à l'inverse, de déclencher quelque chose. Donc moi je sais que j'apprécie de mener des workshops ponctuels, parce que du coup, sur une semaine, on va nouer quelque chose de fort avec un groupe d'élèves,
Et on va pouvoir vraiment discuter. Puis le fait d'être un intervenant extérieur, ça donne aussi une souplesse. Et peut-être que ça casse quelque chose de trop dur dans le jugé du quotidien du professeur. Mais oui, non, effectivement, c'est l'évaluation. Je pense qu'elle peut être aussi boostante. Hein. On dit, voilà, il y a quelque chose d'un peu de grisant quand même, de montrer tout d'un coup son travail à des professeurs qu'on estime, des artistes qu'on estime. Et effectivement, ça peut faire l'effet inverse. Un mot mal placé, ça peut être redoutable, quoi. Mais c'est aussi à soi, en tant qu'apprenti artiste, de travailler sur pourquoi... C'est comme on réceptionne les choses. Exactement. Pourquoi est-ce que ça m'a mis dans cet état ? Après, c'est aussi de l'analyse et c'est... voilà, c'est le temps de l'analyse, quoi. À l'ESADAR, quand on fait nos évaluations, et on fait à peu près les mêmes évaluations que dans les autres établissements, on fait appel à l'intersubjectivité. En général, c'est un jury de 3 enseignants qui connaissent ou qui ne connaissent pas l'étudiant et qui regardent le travail qui a été fait durant le semestre. Et j'ai toujours trouvé que cette intersubjectivité fonctionnait extrêmement bien, sauf quand il y a des contentieux entre les enseignants, et encore, si tout le monde se tient bien et pro, même des gens qui sont en conflit peuvent produire des résultats positifs, à une condition d'être professionnel. C'est là où c'est assez amusant, c'est qu'avant les écoles d'art c'était un peu le bordel, tout était possible, ça c'était un peu, maintenant c'est devenu quand même beaucoup plus professionnel et les choses deviennent extrêmement plus intéressantes. Et ce travail d'intersubjectivité, je le trouve fertile, donc on n'est plus dans l'objectivité ou la subjectivité du mec, oh c'est dégueulasse ce que vous faites. Oh, c'est nul. Non, plus personne. Non, ça se fait pas, c'est pas bon, quoi. Ça pouvait se faire dans les années 70. Allez, cocotte, t'arrêtes la peinture. Un truc habituel, quoi. Non, on peut plus faire ça. Par contre, effectivement, mademoiselle, vous êtes plus à l'aise dans la sculpture, vous êtes plus à l'aise même dans la broderie. Hein. On va faire un truc. Mais bon, voilà, ça arrive aussi en art. Et voilà, mais faites-le, quoi. Il y a eu tellement d'erreurs aussi. Il y a surtout parfois le fait de ne pas finir l'école. Il y a tellement d'artistes, ou à la Cambre, il y a une grande section liée à la mode, de stylistes qui claquent la porte d'une école, et puis après qui deviennent des grandes figures de leur domaine, quoi. Et je pense que beaucoup d'enseignants, depuis 30 ans, ont vraiment mis oui. Se sont équilibrés. Ouais. Il y a une anecdote de Le Corbusier qui était invité en Suisse, probablement dans les années 50, et dans une école d'architecture, et il dit à l'assemblée d'étudiants, quels sont les meilleurs parmi vous? Il y en a quelques-uns. Vous pouvez quitter. Vous n'avez pas besoin. Là encore, on est dans le paradoxe. On fait venir Le Corbusier pour voir, et puis finalement, il chasse les meilleurs. L'expérience des Ripoulin, nous on était quand même chez Ripoulin, il y avait Pierre Huyghe, Kloski, Nina Childress, et 3 autres génies qui sont absolument pas connus, mais des mecs extrêmement forts, dont un a cassé sa pipe malheureusement, c'est Manu. Et parmi tous ces gens-là, ils étaient totalement ascolaires. C'est-à-dire que quand je réfléchis à ce qui s'est passé, je n'aurais pas voulu avoir ni Hervé Di Rosa comme étudiant, ni François Bouillon, ni les Ripoulin, ni les Maîtres du Monde, enfin beaucoup de gens qui ont publié. Mais en même temps, là, moi, je me retrouve à l'institution à mettre en place de la liberté. Donc j'essaye d'être un peu plus attentif que mes professeurs de Grappus qui me disaient « Ouais, ton affiche, elle milite pas assez, quoi. » Voilà, c'était pas bon. Non, après, c'est vrai que l'école, on en fait ce qu'on veut aussi. On en fait ce qu'on veut. Et c'est ça que moi, j'ai toujours trouvé dingue dans le principe d'être étudiant dans une école des beaux-arts. Parce qu'avant, j'ai fait j'étais en maîtrise. Et tout d'un coup, j'étais à la fac et j'arrive dans cette école et je me suis dit, c'est la seule école où il n'y a pas un but avéré. C'est-à-dire que, bien sûr, on est apprenti artiste, mais en gros, je me comparais par rapport à d'autres gens qui faisaient des études pour être avocat ou pour être médecin. Je me dis, là, on est là, je suis avec 500 personnes et je les regardais tous. Je me disais, mais on est là un peu pour rien, mais c'est génial. Et en fait, je trouvais ça complètement fascinant. Et je les regardais, je me disais, mais pourquoi t'es venu là, toi, au fait? Et on discutait, et les parcours étaient complètement fragmentés, différents. Et alors ça, je m'en suis jamais remise, quoi. Une école, quand on y réfléchit, c'est fou, quoi. C'est absolument génial. Et c'est génial qu'il y ait un lieu comme ça, quoi. Et maintenant, ça fournit un master. Ouais. Mais c'est un lieu de la créativité, c'est pas tellement la proposition qu'a fait une école, mais c'est la manière, c'est le fait qu'il y ait une proposition. Et les meilleurs vont toujours jouer de cette proposition, ou faire une contre-proposition, mais en jouer. Au moment où il y a une proposition qui permet une définition de soi ou de son travail par rapport
Et la créativité se joue aussi beaucoup là, dans la manière. Les meilleurs sont toujours ceux qui jouent à la limite du cadre scolaire, quelque part. J'ai un... Quand tu dis les meilleurs aussi. Les meilleurs, enfin, c'est caricatural, mais Quelle c'est pour les est la place aussi de l'émulation, de la compétition dans la créativité J'ai l'impression qu'elle est forte. J'ai un bel exemple d'hier, tiens, si vous voulez. Parce que je croise la directrice, il me dit, mais même pour ton atelier, en plus des cours et tout, ton suivi à toi, j'ai besoin d'une évaluation, il faut que je remette, c'est légal. Je dis très bien, alors je le dis aux étudiants. Et il y en a une qui prend l'initiative de dire ce qu'elle a tout à fait raison de dire, c'est bon, très bien, faites ce que vous voulez, mais ce serait difficile. C'est délicat pour nous de le savoir, la note que vous allez nous mettre en cours d'année en janvier. Je dis, bah oui, vous avez totalement raison. Et alors, tout le monde se renchérit, et aucun ne voulait connaître la note qu'on a été obligé de leur mettre en janvier, parce que ça allait sinon changer la donne entre eux. Alors qu'ils fonctionnent super bien, il y a un équilibre assez beau, quoi. Il y a beaucoup de camaraderie créative, on va dire. Mais c'est étonnant comme réaction. Ils ne voulaient pas connaître la note en cours d'année, parce que ça changeait la donne de la classe et de l'atelier. Alors, il se passe des choses comme ça à Paris récemment. Et vous savez qu'il y a une association générale de l'enseignement supérieur artistique, et puis il y a des étudiants qui se sont ligués autour de la question de la fermeture de l'école d'Avignon. Et ça a fait un groupe d'étudiants très autonome dans lequel l'intervention des professeurs a été relativement légère. Tant et si bien, c'est que les grands voisins, l'association Yes We Camp, leur propose de faire un workshop au mois d'octobre, donc aux grands voisins, au cœur de Paris. Et des étudiants de partout de France sont allés se réunir. Ils ont habité aux grands voisins pendant 2 semaines pour imaginer leur école idéale, leur projet. Alors, le projet n'a pas abouti encore, mais il y a eu des propositions très intéressantes de la part, et des propositions critiques qui m'ont fait penser à des histoires très très anciennes, celle des Diggers au Haight-Ashbury à San Francisco. C'est-à-dire qu'on crée une utopie, on essaye de faire tourner cette utopie, et on a des difficultés, alors on est obligé de se réorganiser. Et moi j'étais trop content de les voir. En gros, nous on a payé leur voyage. Voilà. On leur a dit, les enfants, on leur a mis 2 semaines de tranquillité, on ne les a pas harcelés. Vous pouvez foutre le camp, vous nous raconterez ce que vous avez vu, ce que vous avez fait. Parce que notre boulot, c'est de pouvoir tourner le dos. Pascal Keller, est-ce que tu penses que la créativité peut souder une équipe, peut être quelqu'un qui aurait acquis cette compétence peut l'utiliser dans le monde de l'entreprise? On parle souvent aujourd'hui des soft skills, des choses comme ça, des nouvelles compétences dont les managers ont besoin. Oui, mais je ne sais pas si c'est une compétence, la créativité. Une ouverture d'esprit, oui. Ouais, c'est ce que je Ou disais. alors, si dans créativité, il y a l'autorisation de dire non, de changer, d'être disruptif et de vivre ensemble une émotion autre, alors bien sûr, ça soude. Parce que c'est comme une aventure, quoi. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais oui. Et toi, Gilles Collard, tu observes est-ce que tu observes des étudiants qui viennent à la Cambre? Est-ce que tu peux imaginer que certains d'entre eux, par exemple, utiliseront l'expérience qu'ils acquièrent dans ces ateliers dans un cadre différent, professionnel, je veux dire? Ah bah l'ambition affichée de l'atelier, c'est qu'à la fin de l'année, il y ait un livre qui puisse être envoyé chez les meilleurs éditeurs, ça c'est sûr. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que, outre ça, Ouais. ce qui est quand même la finalité directe, est-ce qu'il peut y avoir aussi une utilisation indirecte? C'est-à-dire que les gens se retrouvent à monter un projet professionnel complètement différent et ce qu'ils ont, ce qu'ils ont emmagasiné comme bagage au moment de ces ateliers leur servent pendant toute leur vie à d'autres moments, dans d'autres domaines. C'est difficile de répondre à cette Difficile de question. répondre. J'imagine. Si tu peux imaginer un de tes élèves qui rentre demain dans une entreprise Moi oui, je pense que c'est Mais moi j'ai une beaucoup grande d'étudiants richesse. qui ont déjà une vie professionnelle derrière eux. C'est pas exactement la même chose parce que... Qui travaillent en même temps.
Parce que c'est assez étonnant, dans les masters de création littéraire, c'est plutôt des adultes et matures. Hein. Ça va de 22 à 40, on va dire. Mais globalement, alors que en pratique artistique, design, art, on a des tout petits, en première année, comme ça, et puis après on va avoir des plus grands, et il va y avoir des ponts vers le... Mais à l'ESADAR, en tout cas, je vois bien la maturité des étudiants. D'ailleurs, ils ont une conférence ils ont un cours de Paco Mtielman, c'est vraiment très très drôle, sur les exégèses. Et là, le niveau du cours est vraiment de très très bonne qualité. On a vraiment l'impression d'être aux arts décoratifs. Alors que lorsque je fais mon cours de sciences politiques en première année, je suis quand même obligé de leur dire les enfants, la théorie du complot, on arrête et on lit Hannah Arendt. Bon, alors je vous passe l'Hannah Arendt, mais en résumé comme ça, gros comme ça. Enfin, c'est un pavé de 100 lignes, mais pas plus. Parce qu'il y a des niveaux qui sont très très différentiels. Et ça, c'est génial, parce qu'ils vivent tous ensemble, ils se croisent. Donc parfois, je me sers du matériel des masters de création littéraire que je vois dans le cours de Paco Mtielman pour montrer à mes étudiants comment on peut se démerder, comment on peut chasser correctement. Mais tes étudiants, ils ne sont pas tous artistes. Non. On dit qu'aux Beaux-Arts de Paris, il y a, je crois, 15 ou 20% finalement, au fond, des artistes, enfin des étudiants qui deviennent artistes. C'est encore, beaucoup c'est moins que ça encore. C'est encore moins que ça. Donc, c'était un peu ta question. Oui, après, ils vont ailleurs. Voilà, Bien sûr, exactement. ils emmènent quelque chose de formidable. Tout à l'heure, on parlait des grandes compétences, et j'ai un de mes amis allemands qui était DRH d'une très grosse société de 15 000. Et au départ, c'était un docteur en philosophie. Donc on pourrait très bien imaginer un jour ou l'autre un étudiant d'école d'art qui à un moment choisit d'être dans l'entreprise et de faire un master de ressources humaines pour être DRH, et probablement qui saura donner un peu plus de liberté s'il a compris ce processus en disant là on prend le risque de le faire. Il y a un mot qui revient beaucoup, c'est risque, et je pense que le risque, le fait de sortir de sa zone de confort, etc. Moi, je pense que c'est vraiment ça. C'est important. Oui, non, mais c'est ça. Puis je pense que tous les artistes auxquels je pense, que je connais bien et dont je suis proche, je vois ça chez eux en tout cas. Cette volonté sans arrêt aussi de repousser les limites de sa zone, d'essayer un peu de se mettre en péril sur des choses, mais c'est... Et l'inverse aussi. C'est ça qui pourrait emmener dans une entreprise, par exemple. Il y a le risque pour répondre à ta question, c'est que l'inverse aussi, c'est l'école peut permettre à des gens de gagner du temps dans les deux sens. Mais beaucoup aussi peuvent se dire, tiens, finalement, j'ai pas la carrure, ou je me sens, c'est pas mon histoire, c'est pas ma vie, je me vois pas être comme ça, et ils se rendent compte, au lieu de perdre encore 10 ans à rêver d'un livre qu'ils veulent faire, perdre des soirées entières à rédiger des pages et à être dans le doute, l'école pendant les 3 premiers mois peut être un déclencheur de se dire, mais finalement, parce que là, on est obligé de s'y coller, de se dire, et donc on gagne du temps. On gagne du temps dans les deux cas de figure finalement, soit ça va très bien, soit si... Pardon ? On renonce plus vite et on... Oui, on peut... oui, il y a tellement de... Dans les artistes, c'est pareil, beaucoup de gens se rêvent artistes, mais bon, après, on peut beaucoup vivre dans le fantasme aussi, ça peut dire des années, alors que se confronter à une école et d'autres peut faire gagner du temps de ce point de vue-là. Pour répondre à ta question de qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à côté ou après, si on n'est pas... Tout, en fait. Parce que ce qu'on apprend dans ces écoles d'artistes, c'est une espèce de liberté, c'est une possibilité, c'est d'être dans tous les possibles. Moi, je pense que même quand on présente une facture une note d'honoraire d'avocat, on peut être créatif. Non, mais tout, partout. Et tout d'un coup, c'est se permettre de regarder un problème autrement, d'inventer autre chose, de pas... Vraiment changer le processus, s'inventer soi-même. On revient sur ce que je disais au début de l'entretien, sur la question de l'immanence, c'est de générer son propre projet. Et puisque la question de se dire ma vie, tous les matins je vais devoir être créatif, personne ne se pose cette question quand on travaille dans l'art ou dans l'écriture. C'est plutôt de se dire tous les jours je vais travailler cette matière-là, cette affaire-là. C'est ça qui importe. C'est pas de se dire. Dans toutes les écoles, il devrait y avoir une proposition d'un cursus, une fois littéraire, une fois beaux-arts, une fois. C'est vrai que parce que ça t'aguerrit à ce twist de. C'est pour ça que moi le premier mot que j'avais dit c'était pulsion. Parce que la créativité finalement on se la pose pas comme ça, quoi. C'est la pulsion qui fait qu'on après peut réfléchir, mais avant tout il y a ce qui nous pousse, quoi. Et puis il est clair que le dispositif de l'éducation nationale n'a pas encore très bien compris ça. Moi je vois ça parce que par exemple quand il y a des étudiants qui ont passé 3 ans à faire une seconde première terminale
en dessin ou en pratique de bois ou des trucs comme ça, à un moment, c'est plus facile pour moi parce qu'ils savent ce qu'ils veulent faire, ou ceux qui viennent de BTS, ils savent ce qu'ils ne veulent plus faire. Et c'est génial. Ah ouais. Moi j'avais ça, moi. C'est ça que vraiment ce qui Et il dit, ah non, maintenant je veux me poser des questions. Alors là, c'est vraiment formidable parce qu'ils savent faire, mais ils commencent à faire dans les bons processus. Et finalement, toute cette énergie-là, elle existe déjà à 15 ans. On s'applique à faire un truc. Boum, 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 jusqu'à 18-19 ans, où on est un peu plus libre et qu'on commence à être préoccupé par des questions plus denses. Et après, il y a cet accompagnement. Et là, on en revient à quelque chose aussi que je trouve très important, c'est la question du choix. Le choix aussi. Le choix, c'est tellement terrible, important. Le choix, à un moment de se dire, je veux faire cette école ou je ne veux pas la faire. Tout ça, est-ce que je vais choisir tel enseignement ? Et finalement, est-ce que c'est pas un peu ça aussi la créativité ? Est-ce que c'est pas finalement être toujours face à des choix et sillonner à travers ces choix, sortir des zones comme on l'a dit, puis voilà, en revenir tout le temps à cette décision qui est formatrice et qui est tellement importante, quoi. Et ça, c'est vraiment cette existence, cette capacité à sélectionner les choses et à faire confiance à soi-même. Peut-être à s'amadouer soi-même. Parce que là, j'en prends... S'apprivoiser même. S'apprivoiser. J'en ai des petites âmes qui doutent, qui ont tellement peur de ce qu'ils sont et qui sont morts de trouille, qui n'osent pas présenter. Par exemple, un exercice très intéressant en école d'art. Moi, je demande à mon assemblée, j'ai à peu près autant d'étudiants que dans cette salle, présentez votre travail à vos camarades. Oh, quelle horreur! On va boire à nu. Oui, mais l'assemblée est bienveillante. Elle doit être bienveillante. Et peut-être que le boulot du prof, c'est de régler aussi cette bienveillance. C'est-à-dire, si éventuellement il y a une moquerie et tout ça, de faire taire et assurer le silence pour que même les plus timides, et ça, j'ai eu ça ce matin d'ailleurs, même les plus timides puissent monter des choses. Et après, on les voit se construire au fil des ans. Et ça, c'est un truc incroyable. Même si c'est pas génial, même si c'est pas super, d'un point de vue existentiel, c'est très fort. On va peut-être demander mettre en application ce que tu dis, en demandant aux personnes présentes s'il y a des questions, si elles ont des questions. Est-ce qu'à un moment donné, l'économique vient perturber la créativité ? C'est-à-dire... On en a un peu parlé tout à l'heure avec les droits d'inscription à l'école. Je pensais à ça, ouais. Bon, moi, c'est vrai qu'effectivement, là, tout de suite, il y a un frein énorme, quoi. C'est que, est-ce que la créativité appartient à tous ? Évidemment, mais pouvoir la mettre en pratique, on en revient au faire qui est primordial. Et sans ce faire-là, parce que cet accès aux ateliers, sans l'expérimentation des ateliers, on ne peut pas savoir non plus ce qu'on veut être, quoi, et ce qu'on veut faire. Donc là, effectivement, c'est le premier frein. Il y a deux régimes économiques assez rigolos que je peux évoquer. Il y a des étudiants les écoles d'art, c'est souvent des endroits où il y a beaucoup de choses de l'extérieur qui rentrent dans l'école. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants que je surnomme rudologues. Rudo, c'est le déchet. Donc les étudiants qui vont consommer le déchet comme des petites bêtes, ils vont aller chercher les trucs, ils les ramassent comme ça, et puis ils transforment les machins sur place. D'ailleurs, les services de sécurité, ils deviennent fous. Là, la dernière fois, l'inspection des pompiers sont passés, ils ont halluciné avec le bordel, et on sort 2 bennes chaque année de cochonneries parce qu'ils récupèrent, parce qu'ils ont des problèmes d'argent. Pour eux, 5 €, ça devient très important. Et ça a une conséquence. Donc, ils apprennent aussi l'économie du projet comme ça. Et là, par exemple, mes camarades de Rennes, de l'ESBA, ont réussi à fabriquer leur 5e campus. C'est un chalutier qui tire 40 tonnes, sur lequel on met 12 personnes. Et je vais avoir ce chalutier sous ma responsabilité, à l'occasion des célébrations du 500e anniversaire de la ville du Havre, pendant 1 mois. Mais ce bazar, ça coûte un pognon fou. Ça consomme énormément de gasoil. Quel est le prochain workshop ? Ça va être un workshop Excel, financement, projet. Les entrées, des sorties, comme en prod. Entreprise. Voilà, je l'avais dit. Les enfants, c'est clair, ce ne sera pas du tout fancy. On ne parlera pas de votre projet. Votre projet, il devra rentrer dans des cases. Et moi, je devrais avoir un output avec 0, parce que comme on est de la fonction publique, d'abord, ils ne feront aucun cadeau, parce que pour obtenir et il va falloir anticiper tous les achats. Donc on va rentrer dans une vraie logique terrible de financement, qui n'est pas du tout celle du cinéma. Moi j'aimais bien quand je travaillais au cinéma, et ça, on faisait des grosses erreurs, mais on est là, Stéphane, il me faudrait ça. J'allais chez le comptable, j'achetais ça, et le lendemain je me faisais engueuler par le premier assistant, parce que je n'étais pas allé le chercher, pour lui dire que je dépensais ça, et que j'avais planté sa journée. Donc finalement,
ces expériences-là sont des expériences qui sont très utiles, qui sont liées à l'art, qui sont vraiment liées au cadre de production. Mais évidemment, c'est absolument indispensable et c'est dur et c'est génial. C'est vrai que- Pour rebondir encore là-dessus, c'est vrai que pour ma part, quand j'étais étudiante aux Beaux-Arts, je travaillais à côté, donc je travaillais 17 heures par semaine. Voilà. Et je me rappelle que par contre, ça rendait particulièrement précieux le temps à l'atelier et le temps voilà, où on peut se consacrer à ce qu'on aime, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, ce qui nous anime, voilà, il y a un effet quand même de mise en lumière. Quelle chance d'être là, de pouvoir en profiter tout le temps où j'étais en train de vendre. Alors, c'est drôle, je vendais des meubles. Alors je vendais des meubles à côté et puis j'ai commencé à en sérigraphier par ailleurs. Et c'est vrai que ce que tu dis est juste, et les deux aussi, il y a une interférence permanente, puisque les étudiants, ils travaillent, ils ont... Donc tout ça, Mais c'est pour ça ça que s'entrechoque, quoi. Fabrice Hibert a monté un master, non, à l'école des Beaux-Arts de Nantes, sur l'art et l'économie et comment aller chercher des entreprises pour donner naissance à des projets, etc. Donc, on sait que les artistes, ils utilisent les tableaux Excel. Ouais. Ils font des macros, comme tout le monde. Après, sur cette histoire de rapport de l'économie ou de l'argent, il y a aussi le phénomène assez connu de l'économie des moyens, c'est-à-dire que c'est au moment où on est obligé de faire avec les moyens du bord qu'on doit faire preuve de créativité. Et donc, il faut... Voilà. La rudologie des étudiants. Mais parfois, ça fait des trucs formidables. Une fois, j'ai un étudiant qui a été reçu aux Beaux-Arts, auquel je ne croyais vraiment pas. Il avait réussi à faire un tas d'ordures qui faisait 2 mètres de haut, il avait récupéré plein de trucs. Il arrivait à photographier les plus jolies étudiantes de l'école. Il foutait des polaroids des plus jolies étudiantes plus ou moins nues sur ce tas d'ordures. Il a été reçu aux Beaux-Arts. Et finalement, il a fait une carrière à peu près honorable. Et moi, j'y croyais vraiment pas. J'arrivais pas à comprendre ce qu'il disait. Je comprenais pas. Et j'étais quand même sidéré par l'énergie qu'il mettait dans son truc. Et visiblement, c'était l'énergie qui l'a emporté. Donc ça oblige aussi de faire attention sur ces erreurs d'évaluation, quoi. Moi, le type, j'y croyais pas. Il m'a montré que j'avais tort. Je dirais quelque chose parce que moi je suis allemande. Je connais bien Stéphane depuis des années et je trouvais que cette discussion, pour moi, est typiquement française. Parce qu'elle fait cette distinction entre un monde de l'art et un monde de travail. Hein? Dans l'éducation, dans tout le comportement. Je crois que vous en avez parlé de Beuys. Je crois que les Allemands ont maintenant cette idée de Beuys. C'est que chaque mouvement, ce qu'on fait, chaque moment qu'on vit, est notre vie et est responsable à notre création. Alors, on ne peut pas distinguer les deux. Et en même temps, je ne pense pas qu'on a... Et il y a aussi les deux autres choses. Donc, pour ça, on n'a pas besoin d'un champ énorme de créativité, une ouverture énorme dans la vie. Ça peut être dans une situation bien précaire. Je pense à beaucoup des très grands artistes que j'ai pu connaître aujourd'hui. Par exemple, Mark Dion. Je l'ai rencontré aussi il y a 30 ans. Et il a fait une très belle exposition aux Beaux-Arts, là, cet été-là. Et il y a 30 ans, il m'a dit, tu sais, avec qui j'ai fait mes études, avec vos Allemands, avec vos artistes qui font des 2 mètres sur 2 mètres peinture. Moi, j'habite à New York, en chambre à 9 mètres carrés. Comment tu penses que je peux mettre une mur comme ça Alors, j'ai inventé les diapositives. Alors, moi, mes peintures, ça s'est trouvé en miniature. Donc, en fait, l'improvisation est notre situation actuelle auquel il faut faire face. C'est intéressant, ça, cette notion d'improvisation. On n'a pas exploré. On n'a pas le temps d'explorer toutes les notions. En même temps, c'est la conférence, on n'a pas cessé d'improviser. Moi, j'ai écrit tout ça, j'avais tout ça à vous raconter. j'ai rien utilisé de tout ça parce que je savais pertinemment qu'il se passerait autre chose. Donc, on sait aussi se préparer à autre chose. Et j'ai pensé encore à quelqu'un complètement d'autre en littérature qui m'a toujours fascinée, c'est Thomas Mann. Et Thomas Mann, il a complètement travaillé entièrement différent. C'est qu'il a travaillé comme quelqu'un qui va dans une banque. À 9h, il était sur son bureau, il a travaillé jusqu'au midi, il a mangé avec ses 6 enfants, et à 3h, il est reparti. Il a écrit quand même des romans énormes.
où je suis fascinée jusqu'au bout, où je jette toutes les autres. Donc il était là, il n'a pas trop voyagé, mais il s'est concentré, il a trop travaillé, mais il avait beaucoup de talent aussi, ça il faut dire. Mais il faut le dire aussi, ouais. Il a retravaillé ses propres mots, donc c'était Ça, c'est la discipline de chaque artiste. Voilà, Chacun a sa c'est ça. discipline. C'est vrai plus loin que la discipline, c'est même les rituels Et et chacun les son secrets rituel. de chacun. Parce que Bien sûr. à un moment donné, je pense que quand même, il n'y a pas de créativité sans mystère, sans rituel. Et effectivement, certains vont commencer à 9h en imaginant qu'ils vont à la banque, qu'ils ont un travail, vont se mettre des cas très rigides, d'autres vont au contraire Marcher. boire beaucoup, sortir beaucoup et rentrer à l'aube pour travailler. Tout existe. Oui, C'est tout bien pour existe. les gens Ouais. à cette affaire-là quand même. Il faut quand même bosser. Non, ça existe. Oui, mais bon, Ça existe c'est- réellement. Je veux dire, il y a quand même beaucoup d'artistes et d'écrivains qui ont eu des vies dissolues. Ouais, Et pas d'autres tant que ça, en fait. qui ont eu des vies. Non, parce que si je fais le calcul de tout ce que j'ai autour de moi, dans les années 80, bon, il y avait un peu de drogue, mais on était jeunes. Mais là, actuellement, je trouve que non, c'est plutôt tout le monde bosse. Hein. Ah ouais, je Ouais, pense, c'est ouais. très studieux. Il n'y a, C'est pas- très il y a studieux, pas hein. d'œuvre miraculeuse qui sort Non. comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi j'ai une question. C'est pour revenir à ce que vous disiez plus tôt, quand vous avez fait l'analogie entre les sciences et l'art. On sait que les maths, par exemple, sont enseignées jusqu'au bac L, la physique et la bio, pour avoir un processus de pensée différent. Est-ce que l'art pourrait, lui, être plus qu'une option pour les classes économiques et scientifiques Oui, Ça et devrait. pourrait, Ça devrait. après, dans le processus de c'est sûr. travail... c'est sûr. Ouais, c'était une partie de ce que je voulais vous expliquer, par exemple sur l'apparition des nombres imaginaires. Comment faire Mais un pourquoi exercice jusqu'au bac? bon. Après, ça devrait être obligatoire dans toutes les études, je pense. On a besoin de ce... Et c'est vrai qu'en Allemagne, Qu'est-ce que là-dessus, ça c'est pourra apporter, différent. justement Parce qu'il y a un accès beaucoup plus aisé. Moi, j'ai rencontré des camarades en Allemagne et qui me disaient qu'ils peuvent faire des cursus très variés. Ils peuvent faire art, histoire en même temps. Enfin, il y avait quelque chose de... Business, Oui, et- ils peuvent tout mixer et faire leur propre combinaison, quoi. Et ça, je trouve ça super. forcément. Les deux mondes se rejoignent pas, quoi. C'est-à-dire qu'on a un cours de maths et un cours de dessin qui saoule d'ailleurs la plupart du temps les étudiants, parce que ils sont en bac S, donc le cours de dessin, ça ne va pas les intéresser. Et les deux milieux se rejoignent. Alors Puis on te dit tout le temps de choisir. Alors, Enfin, et on revient au choix, mais pas dans le bon sens, quoi. Il faut choisir des filières. Et comment utiliser les codes de l'enseignement artistique pour enseigner On a- l'économie ou des choses comme ça? En maths, par exemple, on pourrait très bien enseigner de dessin vectoriel, c'est-à-dire expliquer comment le dessin peut devenir un vecteur, comment on parle des espaces, comment les espaces se conçoivent et tout ça, et aller de l'un à l'autre. C'est pas si compliqué que ça. Hein. C'est simplement une sorte. Je pense qu'il y a des professeurs qui doivent faire ça en catimini, et puis personne ne fait la publicité de ce machin-là. C'est souvent ce qui arrive d'ailleurs. Et ouais, mais ce rapport de savoir pourrait être étendu et vraiment disposé comme on le fait en Allemagne, où c'est effectivement plus agréable. Non, le système en Allemagne, c'est qu'on n'a pas tous les choix. Hein. C'est qu'on est obligé de faire justement des trois points finaux. Donc, il faut apprendre une langue étrangère, il faut faire de la maths ou d'une autre science. Et puis la troisième, on pourrait faire quelque chose de politique, social, histoire, géo, voilà. Donc, il faut avoir des trois sciences de toute manière. Donc on ne peut pas faire maths, physique, chimie, on n'aura pas de bac. On n'aura pas de bac en maths, physique, chimie et allemand. Non, il faut avoir une langue étrangère, il faut avoir une science, une vraie science, soit on est forte en physique ou en chimie ou en maths, on peut choisir. Mais il faut en avoir une. Et puis il faut en avoir une des sciences générales comme l'histoire, géo, voilà, politique, quelque chose comme ça. Donc Bien. un bac allemand, c'est vraiment profond sur trois lignes. Mais profond. Bien, mais je crois qu'on a un peu fait le tour de... À moins qu'il y ait d'autres questions dans la salle, on a un peu traversé cette problématique de la créativité de manière... Mais est-ce que les grandes écoles, moi je pose une question à la salle, les Ouais. grandes écoles aujourd'hui, elles vont vers ça, vers
plus de créativité. Non, mais on voit que sur le campus HEC, il y a une galerie d'art maintenant. Est-ce qu'il y a cette envie de mixer Sciences Po, il y a le prix. Est-ce qu'il y a cette envie? Est-ce que vous sentez qu'il y a une impulsion comme ça sur décloisonner les mondes amène le côté artistique dans les écoles, mais ça ne vient pas du dessus. En tous les cas, il n'y a pas cette impulsion du corps enseignant. C'est peut-être un défaut aussi. Pardon. Pourquoi? Dans les communes, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez ce mouvement de regroupement des établissements. Il y a en fait, au contraire, une volonté de justement mélanger, décloisonner. Enfin, c'est devenu vraiment une espèce de leitmotiv. Voilà, c'est très clair. La richesse née de la mixité. Il y a certaines communes dans lesquelles, justement, le fait qu'il y ait des artistes, je pense à Paris Sciences et Lettres, par exemple, qui est une commune importante à Paris. Il y a toutes les écoles d'art, les Beaux-Arts notamment, le conservatoire d'art dramatique, le conservatoire de musique et de danse. Il y a l'école des mines, il y a un ensemble d'établissements, il y a les sciences sociales, il y a l'ES. Tous ces gens-là sont censés coopérer, collaborer ensemble pour justement aller au-delà des cloisonnements habituels. C'est nouveau ça. Et oui, c'est un mouvement en général en fait. Et c'est souvent l'initiative des étudiants, qui travaillent ensemble. À la fois l'initiative des étudiants et aussi c'est vraiment piloté par le haut, c'est des coopérations horizontales entre établissements aussi. Il y a des nouveaux types de diplômes. Tout à l'heure, vous parliez du master dans les écoles d'art. Il y a aussi une réflexion globale sur l'évolution des diplômes, sur le fait que les artistes puissent faire des doctorats, par exemple. C'est vraiment quelque chose qui est encore un peu exploratoire, mais c'est tout à fait la logique du temps. Donc, je pense qu'au contraire, là, on est dans une période où justement ces choses que vous dites commencent à rentrer dans les esprits et au contraire, beaucoup de dispositifs se mettent en place. Il y a pas mal de choses qui À les Attards, on a vécu ça avec l'apparition du mémoire, par exemple. Ça a provoqué un chaos, parce que tout le monde pensait qu'il fallait faire un mémoire comme à l'université. Et dès lors qu'on a commencé à concevoir un mémoire image et texte, ce qui doit se passer à la campagne. Bah oui, c'est Bologne. Voilà, image et texte. Donc maintenant, on demande à nos étudiants de réfléchir sur leurs images, ou sur les images qui les intéressent, et de fournir un texte. Mais en tout cas, un mémoire, et j'espère qu'un jour ou l'autre, on pourra avoir un... Benayoun, Maurice Benayoun qui a passé son doctorat, et son doctorat c'était un blog. En réalité, derrière il y avait 450 pages. Donc Maurice avait quand même écrit les 450 pages, mais c'était un blog. Alors on ne peut pas dire qu'un doctorat puisse être un blog, bien sûr, mais à un moment, l'épreuve du doctorat français, d'ailleurs qui est extrêmement lourde, qui parfois peut détourner l'artiste de ses champs créatifs, parce que quand même, il faut mieux faire de l'atelier que de trouver 450 pages de bibliographie. C'est quand même assez compliqué. Mais le rapport image-texte est très très important. Il y a peut-être une alternative. Et peut-être l'apparition. Est-ce qu'un film, par exemple, un long métrage, pourrait produire un doctorat? D'une certaine façon, on peut penser que l'aboutissement d'un film de bonne qualité, qui est bien publié, qui est bien vu, qui aura eu, avec tout un cheminement de préparation, peut-être avec des courts-métrages, puisse aboutir au niveau de docteur. Il y a d'ailleurs un autre truc, un paradoxe formidable, c'est que l'université mange, en littérature, ils mangent, enfin comme ça, ils mangent sur tous les artistes qui ont fabriqué des choses sans doctorat. C'est drôle, Van Gogh, il n'y a pas de doctorat, etc. Enfin, ouais. Je vais m'arrêter parce que je suis trop long. Voilà, excusez-moi. Non, mais tu dis plusieurs fois manger. Je pense qu'on peut clore Oui, c'est une bonne idée. Je pense qu'on peut clore le débat. Donc voilà, la créativité s'enseigne, elle s'enseigne tous les jours. La preuve, voilà, c'est une ouverture d'esprit, c'est surtout ça, tu sais, au final. Je vous remercie pour votre attention, et puis je crois qu'un pot est préparé, donc on peut poursuivre la discussion